Le texte que vous m'avez demandé de traiter aujourd'hui est un extrait de La peau de chagrin de Balzac, un roman publié en 1831 dans lequel Balzac va mettre en scène Raphaël de Valentin, un personnage d'écrivain raté qui se croit un génie et qui va être poussé au suicide par la misère. Ici, nous avons un extrait du chapitre 2 intitulé « La femme sans cœur » dans lequel Raphaël va raconter sa vie et ses misères à ses amis, en l'occurrence notamment à Émile, qui est présent dans notre extrait à travers l'apostrophe, et il va lui raconter les œuvres qu'il a entrepris d'écrire avant d'être poussé à la misère. Je passe ainsi à la lecture du texte. « J'avais entrepris 2 grandes œuvres. Une comédie devait en peu de jours me donner une renommée, une fortune et l'entrée de ce monde où je voulais reparaître en exerçant les droits régaliens de l'homme de génie. Vous avez tous vu dans ce chef-d'œuvre la première erreur d'un jeune homme qui sort du collège, une véritable niaiserie d'enfant. Vos plaisanteries ont coupé les ailes à de fécondes illusions qui, depuis, ne se sont plus réveillées. Ainsi, si il dit dans une lettre à Madame Anska qu'il y a vécu la vie qu'il a décrite dans La peau de chagrin, si on peut reconnaître dans Raphaël de Valentin Balzac lui-même, si La peau de chagrin est considérée par Balzac comme un conte oriental, on se rend compte que le roman de La peau de chagrin va un petit peu mélanger plusieurs genres différents et à travers ces ressources du conte, comme par exemple le pacte qui permet d'accomplir des souhaits, ou même à travers des indices d'autobiographie indirecte, comme on peut en avoir ici, eh bien on peut se poser précisément la question en quoi cet extrait brouille-t-il les frontières du romanesque ? Pour traiter cette question et y poser une réponse, je découperai mon texte en 3 parties. Une première de la ligne 1 à 7, dans laquelle Raphaël de Valentin va faire un premier exposé sur son œuvre de comédie, puis de la ligne 7 à 13, dans laquelle il fait un exposé sur son œuvre théorique, sa théorie de la volonté, et enfin la conclusion qu'il pose à tout ce travail d'écrivain, ligne 13 à 17. Je commence ainsi le commentaire. Le texte s'ouvre sur une phrase assez courte, mais qui contient tous les éléments de définition d'un sous-genre du romanesque, à savoir l'autobiographie. Ici, nous sommes bien dans un récit à la première personne, avec le pronom sujet « je ». Nous sommes bien dans un récit rétrospectif, avec le plus que parfait, qui est un temps composé, donc à valeur d'antériorité. Et nous sommes aussi dans le récit rétrospectif d'un écrivain ou d'un artiste, avec le mot « œuvre ». Ainsi, l'entièreté de ce passage se pose immédiatement comme reposant sur les indices structurels de l'autobiographie. Et le romanesque commence déjà le brouillage à ce niveau-là. Par ailleurs, nous pouvons observer une ambition à travers le mot « œuvre », mais surtout une ambition subjective à travers l'antéposition de l'adjectif « grande ». C'est le point de vue du narrateur, auteur des œuvres, qui va être exposé. La première de ses œuvres, donc la comédie qu'il écrit, a pour but effectivement de lui donner une renommée, une fortune et l'entrée dans ce monde, etc. Nous avons affaire à une gradation ternaire. Donc là encore, on sent le style très ampoulé d'un écrivain, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que l'on voit que ce qu'il cherche, eh bien, c'est acquérir un nom, rentrer dans le monde et acquérir la fortune, et on peut effectivement voir une syllabse aussi sur le mot central, fortune, qui désigne à la fois l'argent, tout simplement, mais aussi qui relève du champ lexical du destin, puisque finalement, de la même manière que ce mot est au centre de la gradation, le concept de destin est au centre aussi de La peau de chagrin, ce qui amène à une lecture métalittéraire du passage comme un indice d'Honoré de Balzac à l'intérieur de son roman, et notamment à travers le personnage de Raphaël de Valentin. Cette suspicion va se voir confirmée à travers précisément cette évocation d'une comédie, puisque précisément la première œuvre écrite par Balzac, une fois qu'il quitte ses études de droit, c'est une comédie intitulée Cromwell, qu'il publie en 1820, et une comédie qui n'a aucun succès, puisque sur un des manuscrits qu'il a fait relire à son professeur, ce dernier a noté une phrase qui disait en substance « Cet auteur peut tout faire dans sa vie, hormis de la littérature ». Donc on peut bien voir tout de suite que ce que Raphaël expose de sa comédie, c'est exactement ce que Balzac a connu.
Simplement, eh bien, cette forte modélisation qui était présente dès la première phrase va se continuer ici, notamment à travers l'expression des droits régaliens de l'homme de génie, puisque ici va se dessiner cette supériorité de Raphaël, qu'il se considère lui-même comme un génie et qui, de là, aurait des droits royaux. Simplement, il va s'agir pour exprimer ce génie, eh bien, de se mettre dans un abri, se couper du monde, où il s'agira ensuite de reparaître, comme le souligne le préfixe re. Donc il s'agit de se couper du monde pour mieux y rentrer avec un nom et avec de l'argent. C'est ça l'ambition de Raphaël de Valentin. C'était aussi l'ambition de Balzac en 1820 avec Cromwell, mais cette ambition va se voir contrecarrée par le réel, et cela va se vérifier immédiatement. À la singularité géniale de la première personne va s'opposer le jugement d'une foule, d'un pluriel, avec le pronom sujet, là encore, vous, redoublé par l'adverbe tous. Là encore, vont se confronter, d'une part, la vision personnelle de l'auteur, Raphaël de Valentin, à travers la notion de chef-d'œuvre, et le jugement de la foule, à travers l'idée d'erreur ou de niaiserie. Simplement, là où on pourrait apercevoir un chiasme, la première erreur de, une véritable niaiserie de, eh bien en fait, on se rend compte qu'il va y avoir une dégradation dont on parle, c'est le jugement dégradant, mais qui va se transférer aussi sur une dégradation de la syntaxe, puisque d'un jeune homme qui sort du collège, le complément du nom homme est lui-même complété par un adjectif et une proposition subordonnée, alors que le complément du nom d'enfant n'est complété ni par un adjectif, ni par une proposition subordonnée, en fait par rien du tout. Donc on a vraiment une modélisation de la dégradation du jugement sur l'œuvre. Par ailleurs, ce passage de l'idéal, du rêve, de l'ambition, à la claque que met le réel dans la tête de Raphaël, va se retrouver, là encore, modélisé par le passage de l'imparfait au passé composé. Ici, la dernière phrase de notre passage va continuer le système d'opposition, les plaisanteries et les fécondes illusions, dans, cette fois-ci, un système de chiasme. Nous avons chef-d'œuvre, erreur, plaisanterie, fécondes illusions. Raphaël se retrouve enfermé, il ambitionne de réussir, mais il se retrouve, là encore, enfermé par le jugement d'autrui, jugement qui va juguler son ambition. Là encore, il est intéressant de noter qu'on a comme une espèce de paradoxe à travers ces fécondes illusions qui, depuis, ne se sont plus réveillées. Puisque précisément, l'illusion, c'est lorsque nous sommes en sommeil, a priori, lorsqu'on est réveillé, on n'a pas d'illusion, et donc on aurait quelque chose qui ressemblerait à une hypalage, alors même qu'on lui a ouvert les yeux, eh bien, lui-même garderait obstinément les yeux fermés, et se bercerait d'illusions, puisque personne ne reconnaît la valeur de ces illusions lorsqu'il les couche par écrit. Donc on aurait un transfert de l'illusion distanciée dans la comédie à l'illusion vécue, qui se modéliserait précisément par la forte modélisation du passage. Finalement, il va prouver par l'exemple sa propre médiocrité. Je passe ainsi à ma deuxième partie, qui va être fortement modalisée, là encore, à travers l'anaphore, toi seul, à travers l'apostrophe, l'adjectif antéposé, mon cher Émile, à travers la ponctuation expressive, le point d'exclamation. Donc on est vraiment, en termes de style, sur une posture romantique, quelqu'un qui va véritablement accentuer sa peine, ce que l'on peut voir, là encore, avec l'idée de plaie profonde faite à son cœur, toujours la rhétorique romantique, la rhétorique pathétique qu'il va utiliser pour montrer qu'il est martyrisé par le jugement des autres. Alors, puisque la comédie n'a pas marché, il s'agit maintenant de présenter la théorie de la volonté, dont on sait immédiatement qu'elle n'a pas marché non plus, puisqu'il n'y a qu'une seule personne qui l'a admirée, en l'occurrence Émile, et l'adjectif antéposé pourrait souligner que peut-être il l'a admiré uniquement par amitié, mais que finalement peut-être que ce n'est pas si excellent que ça, même si Raphaël utilise le mot « admirer », qui normalement appartient au lexique religieux, ce qui en dit long sur la vision qu'il porte sur son travail. Alors, il est intéressant de voir que nous sommes passés de l'œuvre, ligne 1, à l'ouvrage, ligne 9, avant de revenir à l'œuvre, ligne 11. Donc on est à la fois dans un travail artistique,
œuvre, mais aussi dans un ouvrage donc très technique et du coup scientifique. Donc on est à la fois dans quelque chose de créatif, mais quelque chose de rigoureux, ce qui va se trouver confirmé par l'énumération ternaire, là encore, hein, vraiment une mécanique d'écriture très souvent visible, qui va montrer la diversité des matières apprises et des connaissances mobilisées pour la rédaction de cet ouvrage. Ouvrage qui doit compléter les travaux de Mesmer, Lavater, Gall, Bichat. Donc là, on tombe, là encore, dans une dégradation du style, hein, parce qu'on avait des énumérations ternaires jusqu'ici, on tombe sur des énumérations quaternaires, ce qui est moins courant et qui est moins cohérent, et qui montrerait, là encore, par l'exemple, la médiocrité d'écriture du personnage de Raphaël. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, à travers l'hyperbole, hein, ouvrant une nouvelle route à la science humaine, compléter les travaux de Mesmer, etc., à travers cette hyperbole qui mobilise des référents historiques, scientifiques, ça montre là encore l'ambition du personnage. Simplement, il est intéressant de rappeler que précisément cette théorie de la volonté, ça c'est Oksana Goryatchkina qui le rappelle, est un des ouvrages qu'aurait écrit Balzac avant de percer, avant d'avoir du succès. Il s'agirait ici d'un traité de la volonté dont on n'a pas trace aujourd'hui, mais qui aurait été écrit, conçu en tout cas à l'époque, puis détruit pour être remplacé, premièrement par la peau de chagrin, puis de manière plus large par le projet de la comédie humaine. Mais donc on a bel et bien toujours ce parallèle que l'on peut tirer entre Raphaël de Valentin, auteur médiocre que personne ne reconnaît, et les essais de Balzac lui-même que l'on a oubliés, voire qui ont été détruits. Je passe ainsi à ma dernière partie. Il est intéressant de noter, là encore, toujours cette forte modélisation. Hein. Le personnage a toujours cette espèce de posture romantique, comme un poète maudit en quelque sorte, avec toujours cette espèce de contraste, voire peut-être même de contradiction, puisque sont juxtaposés la belle vie et le sacrifice de tous les jours, comme si finalement se sacrifier était quelque chose de beau, et si finalement la belle vie c'était de se sacrifier tous les jours, ce qui est peut-être un petit peu paradoxal. Ce paradoxe va être rappelé et synthétisé par le travail du ver à soie, qui est une métaphore, là encore, qui va opérer à plusieurs niveaux, puisque le travail, c'est aussi le mot qu'on utilise pour l'accouchement, accouchement d'un enfant, mais aussi accouchement d'une œuvre, ce qui s'intégrerait bien ici. Mais originellement, le travail, c'est aussi la torture, hein, c'est le tripalium. Donc on aurait un petit peu cette ambivalence à ce niveau-là. De la même manière, l'image du ver à soie appellerait l'image de la métamorphose et de la matière précieuse, hein, comme s'il allait créer précisément à travers ses écrits une matière éminemment précieuse, et justement, puisqu'il était inconnu au monde, se métamorphoser pour pouvoir entrer dans le monde ligne 2. Donc on retrouve un petit peu en parallélisme la structure, mais la préposition qui introduit le complément change parce que justement, on a changé de temporalité. Donc, toute cette ambivalence autour de la mise bas, de l'accouchement, à travers la torture, le sacrifice, etc., va vraiment rappeler cette posture romantique du poète incompris et du poète délaissé par la société, alors même, et c'est ça la contradiction, que lui-même refuse d'être délaissé par la société, là où les poètes maudits le revendiquent. Dans la dernière phrase, on va observer une accélération du rythme. Hein. Bon, on a fait le tour de la question, il s'agit ici de conclure. Ce qui est intéressant, c'est de noter cette structure temporelle depuis l'âge de raison jusqu'au jour où j'ai terminé ma théorie, sachant que l'âge de raison désignerait l'âge de l'enfance, vers 7 ans, quelque chose comme ça. Donc l'enfance, étymologiquement, c'est l'infant, celui qui ne parle pas. Donc c'est entre le moment où il a appris à parler et finalement le moment où il aurait appris à écrire. J'ai terminé ma théorie. Là encore, on a une synapse sur théorie, puisque la théorie, c'est à la fois l'édifice de pensée, la théorie scientifique, mais c'est aussi la théorie de la volonté, écrit là en italique, comme à la ligne 8, ce qui invite, là encore, à travers cette synapse, à lire ce texte de manière métalittéraire. On revient dans un effet de clôture à la première personne, à la valeur d'antériorité à travers le temps composé, et à travers toujours ce récit rétrospectif de l'artiste qui reconsidère l'intégralité de sa vie. Mais là encore, comme d'habitude, nous retombons à nouveau sur une contradiction finale, puisqu'il essaye d'expliquer à quel point cette vie était belle, début de la phrase précédente, et il termine sur le mot pensum qui désigne
un travail ennuyeux et difficile qui vient résonner de manière contradictoire, voire paradoxale, avec l'ensemble de ce qui précède, et annonçant là encore la médiocrité de l'auteur qui est Raphaël de Valentin. En quoi cet extrait brouille-t-il les frontières du romanesque? Alors premièrement, on pourrait noter qu'effectivement on a une opposition entre réalité et illusion de réalité qui est très marquée à l'intérieur de ce passage, mais aussi qui pourrait aller jusqu'à dire que finalement ce qui va intéresser Balzac dans l'écriture de ce roman, ou en tout cas de ce passage, ou plus largement de ce chapitre, La femme sans cœur, ce serait de donner la primauté à la création artistique plutôt qu'à l'action traditionnelle dans le type du roman d'aventure, par exemple. Par ailleurs, il serait intéressant de voir, à travers l'omniprésence de la première personne, à travers cette construction d'un récit rétrospectif qui utilise les temps du récit traditionnel, un récit rétrospectif dans lequel un personnage d'écrivain tente de dire ce qu'il a vécu, tout cela va dessiner la reprise des codes du genre autobiographique qui fonde l'écriture du chapitre 2 tout entier. Et justement, cette reprise des codes, avec cette ambivalence sur le référent, va venir interroger le rapport réel-fiction, non seulement à l'échelle du récit, mais à l'échelle aussi de sa réception. Et en effet, si on voit l'importance de la modélisation qui va dessiner le prisme d'un personnage qui se voit comme un génie alors qu'il ne l'est pas, notamment à travers tout l'ensemble des contradictions internes, si on nous montre finalement un personnage qui raconte pas sa vie telle qu'elle a été, mais telle qu'il s'imagine l'avoir vécue, et précisément les révélations de Pauline à la fin du roman sur l'état de ses comptes pendant ce moment de sa vie va prouver qu'il n'a pas du tout vécu la vie qu'il s'imaginait, du coup on doit relire aussi ce passage à l'aune des biographèmes qui vont rapprocher la vie de Raphaël et celle de Balzac lui-même, puisque la mention des différents genres littéraires, le roman mais aussi la comédie, mais aussi l'essai à travers la théorie de la volonté, va inciter à avoir une lecture métalittéraire, puisque La peau de chagrin est à la fois un roman, mais aussi une comédie et un traité. Là où Balzac est visible à travers des indices biographiques majeurs, l'ironie de la narration va finalement constituer Raphaël plutôt comme un anti-Balzac que comme un reflet de l'auteur. Finalement, Raphaël sera plutôt un contre-exemple que l'auteur ne suivra pas, ce qui lui permettra d'échapper aux illusions perdues qu'il dénoncera plus tard pour devenir l'auteur célèbre que l'on connaît. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de traiter de la syntaxe des propositions subordonnées relatives dans les lignes 8 à 11. Pour ce qui est de nos occurrences, nous en avons deux évidentes, pour lequel j'avais appris les langues orientales, l'anatomie, la physiologie, qui est introduit par le pronom relatif pour lequel, qui complète ouvrage, et auquel j'avais consacré la plus grande partie de mon temps, qui est introduite par le pronom relatif auquel, qui complète lui aussi le mot ouvrage. Alors le premier problème viendrait du nombre de propositions subordonnées relatives, puisque dans la première, nous avons un seul verbe, j'avais appris, ce qui est logique pour une proposition subordonnée, mais en même temps, ce verbe possède 3 COD, ce qui normalement ne devrait pas pouvoir être. Cependant, cela souligne qu'en réalité, il s'agit simplement du même verbe qui aura été sous-entendu, et techniquement, il faudrait répéter le début de la proposition à chaque fois, ce qu'on ne fait pas pour des raisons d'économie. Donc on aurait, plutôt que 2 propositions apparentes, 4 propositions. Deuxième point dans le problème, c'est le choix du pronom relatif, puisque c'est techniquement le même pronom relatif, lequel, en tout cas un composé de lequel, qui reprend techniquement le même nom commun, ouvrage, et qui pourtant est représenté par des formes différentes, pour lequel et auquel. Pour élucider ce changement de forme, il faut replacer le mot dans son contexte syntaxique à l'intérieur de la proposition auquel il appartient. Pour cela, il est plus simple de transformer la subordonnée en une indépendante en remplaçant le pronom relatif par le nom qu'il remplace. Ainsi, auquel j'avais consacré la plus grande partie de mon temps deviendrait en indépendante, j'avais consacré la plus grande partie de mon temps à cet ouvrage. Ici, la fonction occupée par auquel devient transparente. Il s'agirait d'un COI qui se transforme en COS dans notre cas, puisque j'avais consacré, possède déjà un COD, en l'occurrence la plus grande partie de mon temps. Donc la forme auquel représente ici la fonction COS de mon pronom.
Pour ce qui est de pour lequel, nous avons un problème, puisque techniquement, pour lequel devrait originellement introduire un complément circonstanciel de but. Or, on sait que les relatives ne peuvent pas occuper cette fonction-là, puisqu'elles sont forcément des compléments du nom, donc en l'occurrence ici qui serait épithète. Donc, si je retransforme ma subordonnée en indépendante, j'avais appris les langues orientales pour cet ouvrage. Ici, on se retrouvait dans un cas assez particulier dans lequel, pour cet ouvrage, occupe quand même la fonction complément d'objet, puisque c'est de manière obligatoire la fonction du pronom relatif, en l'occurrence un complément d'objet second, puisque le COD est déjà occupé par les langues orientales. Simplement, il ne correspond pas à la définition traditionnelle du COI, puisqu'il ne répond pas aux fonctions de qui, de quoi, à qui, à quoi. Mais ici, ça répondrait à la question « pourquoi ». Pour élucider ça, eh bien, il faudrait montrer qu'en réalité, il y a un verbe infinitif qui est sous-entendu, en l'occurrence c'est « pour écrire cet ouvrage », qui montrerait qu'en fait, pour lequel synthétise une proposition subordonnée conjonctive circonstancielle de but. Ainsi, grammaticalement parlant, si on veut être rigoureux, il s'agit bel et bien d'un COS, complément d'objet second, mais pour ce qui est du sens à l'intérieur de la phrase, donc sémantiquement, il occuperait quand même la fonction complément circonstanciel de but, cette fonction n'étant pas une fonction grammaticale dans notre cas présent.